Donskoy a plusieurs aspects. Ce qu'a dit Éric de Chassé est tout à fait juste. C'est vrai que New York, par rapport à l'école de Paris, donc, il est dans une sorte de nébuleuse de l'ordre de la confrontation. Mais il y a aussi le fait que d'autres peintres, même comme son ami Nicolas de Staël, qui est très connu, mais qui aussi a des problèmes du point de vue de certains musées qui trouvent qu'ils font un peu à l'égard de Nicolas de Staël, qui ne le trouvent pas comme étant à la hauteur de ce qu'il a pu se faire dans les années 50, ou dans les années d'autres. Et pourquoi Nicolas de Staël réussit-il plus? Parce que malgré tout, le problème c'est qu'il y a un problème, il a une famille, alors je ne dis pas ça pour vous les neveux, mais ce n'est pas de votre faute, mais c'est vrai qu'il n'a pas créé de famille, Donskoy. Dans le cas de Nicolas de Staël, il y a une famille, il y a des gens qui vraiment été très actifs aussitôt après la mort de Nicolas de Staël. Dans le cas de Poliakov, c'est le triumvirat, hein? Nicolas de Staël, Poliakov et Donskoy. Dans le cas de Poliakov aussi, il y a des enfants, ils ont été, donc ils se sont aussitôt manifestés, fait des expositions, fait des livres, et donc dans le cas de Donskoy, on reste évidemment on attend évidemment toujours un catalogue raisonné, mais il n'y a pas vraiment de biographie ou de monographie. Il y a des livres, il y a beaucoup de catalogues, il y a beaucoup d'articles, mais il n'y a pas un livre qui vraiment qui fasse le bilan de tout cela. Donc ça joue aussi, ce fait qu'il n'a pas eu de famille, qui a pu aussitôt, parce qu'il a pu s'occuper de lui, a fait qu'aujourd'hui encore, il a besoin d'être mis en avant et d'être, même s'il est tout à fait connu, ce n'est pas quand même inconnu. Là, moi je vais parler de Donskoy russe, ce qui est évident, il est russe même en abstraction, mais je vais parler plutôt des premiers tableaux. Et c'est-à-dire qu'à 16 ans, il a quitté la Russie, il est allé à Kiev, et le grand spécialiste de Alexandra Exter, Georg Kavalienko, qui est là, va nous parler de ce qu'il a fréquenté l'atelier très brièvement, l'atelier d'Alexandra Exter, avant de s'engager avec les Blancs dans l'armée blanche. Donc il avait 16 ans à ce moment-là. Donc c'est cette période-là, mais cette période-là, ce côté russe, j'essaierai de le montrer dans mon exposé, il est resté un russe même tout à fait particulier, beaucoup plus même que tous ceux qui viennent de l'Empire russe. Son œuvre est marquée vraiment par tout le continent polychrome, musical, etc. de la Russie. Et ensuite, il y aura donc Georgi Kavalenko. Malheureusement, son exposé, c'est pas malheureusement, mais pas en russe, mais je ferai la traduction paragraphe par paragraphe, ce qui alourdira évidemment Et ensuite, il y aura donc Benoît Sapiron, qui est actif et que l'on remercie beaucoup de participer donc à cette nouvelle vie de l'œuvre de Donskoy. Avec Maria Thiel, ils vont nous montrer les problèmes dans les rapports, dans l'abstraction, justement dans l'abstraction qui n'est pas certainement lyrique, comme l'a très bien dit Éric de Chassé, mais vraiment que c'est donc Marie Thiel qui fait des études, qui fait un doctorat, si je comprends, si je sais bien, qui a donc une universitaire. Donc tous les deux vont présenter un Donskoy en rapport avec son époque, avec ses contemporains. Quant à mon frère Bernard Marcadet, que je suis très heureux de saluer ici, parce qu'on n'est pas souvent ensemble dans le colloque, mais je suppose, étant donné sa connaissance qu'il a de la scène artistique parisienne et mondiale d'ailleurs, mais pas particulièrement, je suis très intéressé de savoir, parce que je ne sais pas ce qu'il va dire. Donc on va découvrir son rapport à Donskoy. Donc voilà, alors je vais commencer par mon exposé, Donskoy, peintre russe. Donskoy reste unique dans le concert des arts français et européens. Cela est dû sans doute à son imprégnation de la culture russe. À la différence de ses contemporains issus comme lui de l'Empire russe, son ami Nicolas de Staël ou Poliakov,
il a traduit dans le langage plastique de son temps la polychromie et la vigueur de l'art populaire de son pays natal. Ajoutons à cela que, comme Kandinsky, il est imprégné d'une profonde et religieuse spiritualité orthodoxe que l'on peut retrouver dans tels ou tels éléments de leur système sémiotique. Ça, c'est Avenue Mozart, c'est son lieu de prière, les icônes, entouré des icônes. Il a également il finançait une église à Clamart, l'église du philosophe Berdiev, et dans le salon de Berdiev, la fine fleur de la théologie et de la pensée russe dans les années 30 et 40, il avait fait une église qu'il finançait, et donc les samedis et les dimanches. Et il avait des taxis qui amenaient toutes les personnes depuis Paris à cette église. Donc c'est pour montrer la profonde... Et lui-même participait évidemment au service religieux. La couleur qui chante comme dans les icônes. Mais si les icônes sont une référence essentielle pour lui comme pour Kandinsky, sa picturologie, comme celle de Kandinsky selon moi, est aux antipodes de la peinture d'icônes. Le mouvement chorégraphique ou symphonique, les tensions dramatiques, les luttes colorées sont contraires à la quiétude, à l'hésitia qui émane de l'icône. Ce qui a été profondément assimilé par Lanskoi dans l'art des icônes, c'est l'énergie des couleurs. Je l'ai entendu dire en parlant des icônes que la couleur y chantait. Et pendant toute sa vie de créateur, Lanskoi a fait chanter la couleur, en particulier dans ses gouaches de la Genèse, qui ne sont pas une illustration du premier livre de la Bible. Elles sont une signification et une fonction indépendante. La série des gouaches représente en elle-même une vision sans objet de l'œil intérieur face au texte biblique. Certaines gouaches ont leur surface recouverte que par le texte de la Bible en traduction française. Chaque caractère est soigneusement tracé au pinceau de toutes les couleurs et les caractères s'entrelacent dans la composition générale abstraite, ce qui donne l'impression d'une enluminure contemporaine. Lanskoi est non seulement l'héritier des enlumineurs médiévaux, il est aussi le successeur de la tradition russe du début du XXe siècle, quand les artistes mettaient en forme leurs livres où l'art graphique du texte était traité comme élément de la composition artistique de la page. Ainsi se conjugue chez l'auteur de Cortège ou de la Genèse la tradition des livres d'heures slavons et les expériences futuristes chez Larionov, Natalia Goncharova, Malevich, Olga Rozanova et Filonov. Voilà des livres savants qui ont là un loubok, une image populaire du XVIIIe siècle, une image populaire moscovite, où là aussi il y a les éléments, l'écriture et l'illustration qui s'interpénètrent. Voilà, Larionov, les livres Larionov avec le texte et l'illustration qui forment, qui ne sont pas, les illustrations ne sont pas des représentations du texte, elles forment une entité avec le texte qui est écrit à la main. Alors voilà, et ça Filonov. Et ici, Olga Rozanova, en particulier, ici c'est un livre d'Olga Rozanova de 1913, a inauguré cette manière de traiter la page comme une unité colorée du tracé, du texte et du tracé du pain. À la même époque, c'est Sonia Delaunay qui faisait le transsibérien. Vous le savez, en tant que d'origine de l'Empire russe, évidemment, elle aussi, elle connaissait ce qui se faisait en Russie à cette époque-là, mais c'était plus dans l'ordre, chez les Russes de cette époque, c'était de l'ordre de l'artisanat, c'était de l'ordre, ce n'était pas de l'ordre du livre bibliophile, disons. Lanskoi n'a pu réaliser son projet de livre consacré au journal de F ou de Gogol. Il a exécuté un grand nombre de collages abstraits, plus admirables les uns que les autres. Là aussi, on pourrait rappeler l'expérience unique du livre de collage. C'est la guerre universelle de Khrouchtchev en 1916. Je donne ce Khrouchtchev et ce collage, par exemple, à cause de la symphonie des couleurs. On n'a jamais vu dans l'art, par exemple, européen, cette conjugaison d'un mauve, d'un bleu
intense, d'un vert léger. C'est vraiment, on retrouve ça chez Lanskoï, cette polychromie qui vient de la Russie. Dans l'atelier de Lanskoï, avenue Mozart, dans l'atelier de Lanskoï avenue Mozart, on pouvait voir dans les années 1970 ces collages pour le journal d'un fou, punaisés en rang serré comme une iconostase de l'Église orthodoxe. La musique maintenant. Comme pour Kandinsky, comme également pour le Larionov rayonniste de 1913, la musique est un analogone, c'est ce que répercute à leur suite Lanskoï quand il dit. En allant vers l'abstrait, le rythme s'accentue et rapproche la peinture de la musique. Lanskoï s'était intéressé aux recherches picturales de Klee et de Kandinsky depuis qu'il avait découvert ces deux peintres en 1928. Il fit la connaissance de Kandinsky, installé dans la périphérie de Paris après son départ d'Allemagne en 1933, à la suite de l'accession des nazis au pouvoir et de la fermeture du Bauhaus. L'examen attentif des œuvres de son compatriote se ressent tant dans les peintures de Lanskoï que dans ses commentaires sur l'art. Tout au long de sa vie, Kandinsky a écrit sur la peinture en termes de musique. Que Lanskoï ait pris connaissance des opinions de Kandinsky à travers ses lectures ou lors de conversations, ses propres commentaires sur la peinture s'en font écho. Par exemple, la peinture de Chevalet, dit-il, est comme la musique de chambre, la peinture murale comme un orchestre symphonique. La profusion des formes et des couleurs, leur enchevêtrement, leur inextricabilité même, pourrait faire croire que nous avons affaire avec ce peintre russe à un art de pur instinct, quelque peu sauvage, quelque peu barbare, voire dionysiaque. Lanskoï n'a-t-il pas un jour déclaré « J'ai apporté de mon pays du sang barbare » Ne dit-on pas même que dans ses origines, il y aurait eu du sang tzigane? En tout cas, il est clair que le pinceau lui paraît un faible instrument pour porter sur le support des forces élémentaires incandescentes. Avec l'abstraction, c'est la violence qui traverse les toiles. L'impétus du peintre semble tout droit sorti du sacre du printemps de Stravinsky. Ces toiles sont autant de sacres du printemps avec danse, rite, fête, amour, joie, chagrin. Alors ça, je vais un peu... Ah, décidément, pardon, en arrière, voilà. Action de grâce. Il ne s'agit évidemment pas d'imiter la musique, mais de faire fonctionner la peinture comme fonctionne la musique, c'est-à-dire comme instrument de sonorité. Maintenant, je vais parler de la science picturale et de l'imprégnation de la poésie russe chez Lanskoï. La peinture, dit encore Lanskoï, est un acte qui ne se contrôle pas totalement. Seuls certains gestes sont volontaires. Le désir de prendre la couleur, de faire le mouvement qui traduit. En fait, s'il est certes un peintre d'instinct, il s'est cependant nourri autant de science picturale que de profondes réflexions sur l'art en général, sur son art en particulier. Il fut d'autre part passionné pour les choses de l'esprit de façon générale. Sans parler de son imprégnation religieuse orthodoxe, que j'ai mentionnée, qui était tout sauf superficielle, il connaissait la littérature russe, en particulier la poésie. Pouchkine était pour lui ce qu'il fut, et toujours pour la majorité des Russes, le soleil de la littérature russe. Mais Khlebnikov était également le cubo-futuriste Khlebnikov était également son poète favori. Il fallait l'entendre déclamer les vers de ce Pierrot lunaire, dans l'art duquel Lanskoï trouvait des consonances avec ses propres aspirations. On peut dire que les rêves non euclidiens de Khlebnikov sur les courbes de Lobatchevsky, qui devaient embellir les villes, sont pleinement incarnés dans la mythologie des formes et des couleurs anciennes. Je pense aussi que Lanskoï se sentait proche de l'homme Khlebnikov, outsider, errant, quelque peu jurodivy, folle en Christ, comme il s'est senti proche du Gogol du journal d'un fou. Les premières années, maintenant je vais vous parler des premières années de formation en Russie jusqu'à l'âge de 16 ans. Lanskoï n'a suivi aucun cursus scolaire, encore moins universitaire. Il s'est formé lui-même. Il nous a dit que son passage dans une institution officielle se résume à une année dans le corps des pages à Saint-Pétersbourg, qui était pour les aristocrates. Cela était possible dans l'Empire russe, où les enfants pouvaient recevoir une éducation privée dans leur famille. Il existe un autre exemple marquant de cette situation, c'est celui de Malevitch, qui n'a eu comme bagage scolaire que 2 années dans le collège agronomique du village ukrainien de Palkrovivka à 13-14 ans. C'est la seule bagage intellectuel, scolaire en tout cas. Et quelle richesse
de connaissances chez ces deux peintres de génie. Lanskoi peut parler de la vie artistique qu'il a côtoyée pendant son adolescence, avant son départ de la capitale septentrionale de la Russie à l'âge de 16 ans. La polychromie d'Avirus l'a marqué comme il a pu le relater à ses interlocuteurs. Son goût pour la couleur se manifeste très vite. Il aime les ballons rouges. Il collectionne les tickets de tramway d'une grande diversité de nuances. Il rassemble selon les valeurs colorées. Il passe de longues années à contempler les orgues de barbarie, avec leurs longs rubans. Il n'y en a pas dans cet exemplaire, mais on va l'imaginer, de toutes sortes, de toutes les couleurs, et les guignols au décor bariolé de tons éclatants. Le cirque, très en faveur à cette époque à Moscou, lui plaît aussi beaucoup. Il en aime le brillant, la bigarrure, la mobilité. Celui qui a marqué l'adolescent, picturalement l'adolescent Lanskoi, c'est un des brillants représentants de la rose bleue, symboliste, et du monde de l'art, sécessionniste pétersbourgeois, Soudielkin, qui fut aussi un remarquable peintre de théâtre. Lanskoi a pu dire curieusement avoir commencé par un rêve reçu d'un tableau de Soudielkin. Il me l'a écrit dans une lettre. Il mentionne un cabaret où il s'est alors rendu et dit avoir été marqué par des peintures murales de Soudielkin qui le décoraient. Il y avait dans la capitale septentrionale 2 cabarets artistiques célèbres fréquentés par la bohème artistique. C'était d'abord le Chien errant, qui dura de 1912 à 1915, lui succéda la halte des comédiens à partir de 1916. C'est dans ce dernier cabaret que Meyerhold, sous le nom du docteur Tapertuto, ainsi que le philosophe du théâtre et dramaturge Nikolai Yedrin, mirent en scène des parodies théâtrales et des spectacles inspirés par la Commedia dell'arte. Les murs et les voûtes du Chien errant avaient été décorés en particulier par Soudielkin. Malheureusement, il n'existe aucune photo de ces décorations. Les lieux existent toujours, mais les fresques ont disparu. Il n'y a que ces éléments, voilà, pour donner l'aspect de cette époque-là, Soudielkin, voilà, et ce Soudielkin, c'était dans le refuge des comédiens, ce cabaret qui s'appelait la halte en réalité des comédiens, c'est un Soudielkin, donc c'est représenté ici à droite, je ne sais pas si je peux, voilà, à droite, Soudielkin, il s'est représenté, il vaut mieux que je le fasse à droite, donc il s'est représenté en Arlequin, c'est lui l'auteur. Il a en face deux de ses épouses. La première, c'est Olga Glebova, dont il s'est séparé en 1915, qui était elle-même une artiste, et Armide Armatova, célèbre Armide de la grande poétesse Armatova. Et en face, cette femme nue qui se regarde dans un miroir, c'est Viera de Bossé, qui est devenue, après le divorce de Olga Glebova, elle est devenue la femme de Stravinsky. C'est Viera de Bossé devenue Madame Stravinsky. Et là, sur la gauche, nous avons le grand poète Mikhail Kouzmin, comme disent les Russes aujourd'hui, de la sexualité non traditionnelle, qui est connu pour cela. Derrière lui, il y a Kniaziev, qui est en tant que Pierrot, qui était aussi amoureux et qui s'est suicidé en 1915. Et derrière Olga Glebova, il y a un personnage avec un masque, c'est le compositeur, à ce moment-là, avant-gardiste, qui est Arthur Lourier. Et Arthur Lourier a été l'amant d'Olga Glebova et également celui d'Armatova. Il a été pendant un certain temps, Armatova, elle a été follement amoureuse de Arthur Lourier. Voilà, donc c'est pour donner ce climat de cette halte des comédiens, qui est un climat de frivolité qui contraste tout à fait, on peut le dire, avec le personnage que va devenir Lanskoi. Mais enfin, c'est lui-même qui a dit que c'était... Voilà, j'ai pris cette... c'est pour voir que la construction d'une de ces gouaches est un peu... Mais c'est un bal, évidemment, de fantômes qu'il peint, lui. Je montre quelques exemplaires de Soudielkin pour montrer cette saturation de la couleur, par exemple, cette variété des couleurs que l'on va retrouver dans le premier. Ça aussi, ça n'a rien... En France, on ne trouverait jamais ces roses avec des bleus, avec ces verts, etc. Cette driapure, disons, qui est vraiment qui est assez étonnante,
et cette saturation de la couleur où l'on voit ces traits qui sont, on peut comprendre que c'est précisément dans l'atelier de Soudiekin qu'il la fréquente à son arrivée à Paris au tout début des années 20. Soudiekin va partir après aux États-Unis. Certes, Lanskoi ne s'est jamais laissé aller comme Soudiekin au folklore ou aux frivolités thématiques à la Watteau ou à la Somov. Mais ce qu'il a pris de toute évidence chez ce maître, c'est la saturation coloriste qui restera jusqu'à la fin une composante essentielle de son art. Il suffit de prendre une œuvre de Soudiekin comme cette gouache intitulée Marionnette vénitienne pour voir les germes du style pictural de Lanskoi tout au long de sa création. Des coups de pinceau franchement jetés sur la surface, avec une rythmisation des bandes colorées et une texture dense, presque opaque, enfin une primitivisation du sujet dans la ligne de l'art populaire traditionnel. Comme par hasard, les débuts de Lanskoi sont encore sous le signe du monde pétersbourgeois de Soudiekin. Par exemple, les comédiens, ici, et de 1925. Ici est déjà à l'œuvre la touche posée franchement et les couleurs très contrastées, avec des touches de noir qui sont comme un souvenir de Manet, de Degas, voire du douanier Rousseau. Et que on pourrait appeler cette période le fauvisme impressionniste et primitiviste, par exemple dans le parc des buts de Chaumont. Ce qui distingue la palette de Lanskoi à cette époque et qui le distingue de ses contemporains russes, c'est une gamme totalement spécifique, non seulement par rapport à eux, mais également par rapport à l'art figuratif des années 1920 de façon générale. Où a-t-on vu cette alliance de vert, de jaune, de rose, de noir et d'indigo, comme dans le banquet ou dans les comédiens déjà mentionnés. Cette gamme reflète sans aucun doute une bigarrure qui vient du monde russe, pas celui comme chez Larionov de la province, mais celui des capitales. Soudiekin, le peintre des carnavals, des fêtes populaires, a donc attiré l'adolescent avant 1918. Mais plus profondément, ce ludisme initial est à l'œuvre dans la trame picturale même, dans les confrontations insolites des batailles colorées. Un exemple particulièrement parlant de cette veine carnavalesque, c'est la mosaïque réalisée pour le collège militaire de Canjuer en 1973, dont l'artiste a fait une réplique également en mosaïque et une lithographie. On ne peut s'empêcher de penser que l'artiste, consciemment ou inconsciemment, s'est situé de manière non figurative dans la ligne des peintures murales des cabarets de Pétrograd. On y voit esquisser des mouvements de danse. Pardon, je reviens. Ah là là. C'est là, oui. Ah, je ne pensais pas mon appareil, donc voilà. On y voit esquisser, vous voyez, des mouvements de danse au centre, des personnages affublés de képi ou même d'une chéchia. On assiste à un véritable festival chorégraphique. Lyrisme et ludisme ne sont-ils pas des traits essentiels de la politique lanskienne? Ce ludisme se marque exotériquement dans les dénominations de certains tableaux de la période non figurative qui étaient de l'ordre du poétique et de la fantaisie et ne donnaient pas de clé pour comprendre le tableau. Voir par exemple des titres, ils sont innombrables. Baigneuse de l'océan glacial, où on est parti écouter Socrate. Je pense que dans ces appellations à la fois énigmatiques et poétiques, il y a autant un écho de la tradition ludique russe que celui de Paul Klee, qui fut avec Kandinsky et Yavlensky l'artiste qu'il a découvert dans le courant des années 30. On trouve également à cette époque des échos du primitivisme de Larionov, peintre que Lanskoi plaçait très haut. Ce n'est pas par hasard qu'il est raconté qu'il voulait enfant devenir clown pour se peindre le visage. Et l'on se souvient que Larionov a proclamé en 1913 le peinturlurage du visage. Lanskoi, pourrait-on dire, a consacré en lui comme artiste et comme homme le ludisme de Larionov et la gravité iconique de Goncharova. Il a pu déclarer « Quand dans les années 25, je me suis mis à peindre des noces et la solennité du repas, je pensais que je faisais cela en imitation de Larionov. » Les scènes d'intérieur. L'élément russe qui caractérise si fortement toute l'œuvre picturale de Lanskoi et le distingue des autres artistes de l'école de Paris fut présent dès les figurations des années 1920-30. Jean Grenier ne s'est pas trompé.
Je le cite, « Lanskoi n'a jamais au fond quitté son pays. Ses premières toiles sont consacrées à des scènes d'intérieur et à des portraits de famille dont le motif et l'exécution sont typiquement slaves. Si l'on compare encore une fois la poétique de Lanskoi et celle de ses contemporains originaires comme lui de l'Empire russe, traitant les sujets de manière fauviste primitiviste, comme Kikoïn, Minchin, Kremen, Pouni, Tereshkovitch, Soutif, on aperçoit ce qui le distingue de ceux-ci. En premier lieu, la gamme colorée en ton majeur, et ensuite l'absolue sérénité de la vision du monde, qui se traduit par le hiératisme des poses et des expressions comme figées dans leur éternité, au-delà de tout souci psychologique ou de caractérisation sociologique. Wilhelm Hude, un des premiers admirateurs et exégète du douanier Rousseau, a été séduit en 1924 par les débuts de Lanskoi, par le caractère à la fois naïf et primitiviste des toiles. Le soutien actif de Hude va sans doute accentuer chez le peintre russe la référence au douanier Rousseau. Le dialogue avec le douanier Rousseau apparaît de façon encore plus nette dans ses chefs-d'œuvre que son autoportrait au chapeau melon et le portrait de la princesse, de la comtesse Lanskoi, c'est la mère de l'artiste, avec la même pose figée comme symbole donc d'exemplarité picturale. Cependant, dans l'autoportrait au chapeau melon, il y a une dimension iconique que seul un artiste pour qui l'art de l'icône est un substrat plastique peut révéler. Le regard traverse le réel sans s'y arrêter. En lui se reflète l'invisibilité de l'au-delà des apparences. Même dans le portrait de la comtesse Lanskoi, le regard qu'il nous regarde, il ne nous regarde pas, il est regardé. Prenons par exemple Igor Akoudé du musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq, ou le portrait de la collection Sapiro. L'expression du regard est considérée avant tout comme reflet de l'âme. On remarque que dans les portraits des années 1930, la pupille des yeux est souvent un simple point. Dans les scènes de groupe autour d'une table, ce qui intéresse l'artiste russe, ce n'est pas telle ou telle caractéristique sociologique ou même psychologique. Les regards sont soit ouverts sur une autre réalité, soit fermés. Dans le portrait de la collection Sapiro de 1937, comme chez beaucoup de personnages d'autres tableaux, les yeux sont comme en méditation, en prière. Lanskoi crée ainsi une atmosphère sacrale dans des sujets tirés du quotidien le plus banal. On pourrait y voir une métamorphose nouvelle et originale de l'esthétique nabi. Il n'y a pas de communication entre les êtres. Ils sont transformés en pure présence picturale, famille rose, 3 personnes autour d'une table, scène mauve, concert de balalaïka, famille. Gindertal, le critique Gindertal a fait remarquer que dans la période figurative des années 1920-1930, Lanskoi ne s'est jamais astreint à une représentation littérale d'après la nature, car il accordait déjà toute l'importance à l'autre réalité, à la réalité picturale. Ce n'est pas ce qui entre dans l'œil du peintre qui enrichit le tableau, a déclaré Lanskoi, mais ce qui sort de son pinceau. Ce n'est pas une vision rétinienne, donc celle de Lanskoi. Pour lui, en effet, le mystère de la peinture est contenu dans le coup de pinceau, qui décide de tous les prolongements du fait pictural foncièrement actif. Ainsi a-t-il pu détacher progressivement de l'objet de la création picturale et substituer aux éléments de la nature les données de son monde intérieur pour mener avec toujours plus de violence et d'éclat le combat que le peintre engage avec la couleur et la forme au cours de la naissance du tableau. Les textures et le dessin maintenant. Ce qui frappe déjà dans la production figurative du maître russe, c'est la factura, ce que les Russes appellent la factura, qui est la texture du maître. C'est rugueuse, à la russe. Il est pertinent de dire que là où André Lanskoi proclame le plus fermement son identité, c'est dans l'utilisation d'empattements extrêmement riches et épais qui constituent l'une des constantes de l'œuvre. Cette picturalisation du réel au-delà de la réalité psychosociologique est encore plus évidente dans une scène qui pourrait être de genre, qui ne l'est pas, la fête bretonne, par exemple, ou les buttes Chaumont que nous avons déjà vues, ou bien la nature morte. Si vous vous souvenez, à Antibes, il y a une nature morte de Nicolas de Staël, qui est tout à fait dans les mêmes... donc c'est vraiment, on voit là aussi les rapports amicaux entre l'osmose quelquefois qui s'est faite entre Nicolas de Staël et bien qu'ils soient tout à fait différents, leur picturologie est tout à fait différente. Ou encore, voilà,
un exemple d'une texture très... Parce que Lanskoi, en plus, il commençait par faire un dessin très vague, ensuite il mettait mais il y avait plusieurs couches, il n'y a pas que ce qui est propre de son œuvre, c'est qu'il y a plusieurs couches de peinture. Sa gamme est vraiment très... Cette épaisseur, elle vient de différentes couches de couleurs, donc ce n'est jamais lisse, sauf bien sûr dans certaines œuvres comme les aquarelles, mais dans la peinture proprement dite, cette texture est vraiment très apparente et très vraiment typique de l'école russe, je pourrais dire, du XXe siècle. D'autre part, le dialogue avec Larionov que je viens de mentionner se manifeste dans la pleine liberté du dessin, poussé encore plus loin chez Larionov que chez Matisse, car prenant son origine dans le geste calligraphique à l'instar des graffitis. En plus de leur harmonie colorée, les toiles figuratives lanskiennes dénotent déjà un génie de dessinateur. On ne s'étonnera donc pas que le dessin ait joué un rôle très important dans la période non figurative abstraite du peintre russe. C'est encore un catalogue raisonné qu'il faut faire, celui des dessins. Et des expositions de dessins. C'est un dessinateur de génie, vraiment, Lanskoi. C'est moins connu, mais c'était vraiment à mentionner, c'était une chose à faire. Généralement, d'ailleurs Lanskoi lui-même dit, généralement je commence à poser sur ma toile blanche au fusain et au pastel quelques traits qui servent à marquer un certain accord de forme. Puis la couleur intervient et la lutte s'engage. Tout est en gestation et le tableau n'est pas encore né. On ne sait pas si l'on... Alors, on va dire quelques exemples des dessins, mais c'est très peu par rapport... C'est aussi une très grande... Voilà ce qu'il a fait pour Dédale de Pierre Lecuir. Également, c'est un... Alors, on ne sait pas si Lanskoi connaissait l'œuvre de Filonov. Il n'en a jamais parlé à notre connaissance. Celui que l'on appelait, avant 1917 en Russie, le Bosch russe, a de toute évidence un projet iconographique et une visée cosmologique unique dans l'art universel de façon générale. Cependant, malgré les dissemblances évidentes entre la poétique de Filonov et celle de Lanskoi, on est étonné de constater des identités en ce qui concerne l'union du dessiné et du peint. Dans un texte programme de 1914, je reviendrai à Filonov. Dans un texte de 1914, Filonov écrit « Nous affirmons que la valeur du dessin, colossale et équivalente à celle de la peinture, s'est perdue. Elle est dissoute dans l'art graphique et les esquisses, alors que le dessin doit être un art à part entière. Le dessin n'est pas le laquais de la peinture, ni celui de l'art graphique. Nous restituons ses droits au dessin. » Et avant Filonov, Vroubel, justement, que je vous ai montré, avait été un maître du dessin fouillé, dense, qui crée des unités colorées en mosaïque. Et Lanskoi a sans doute été plus au fait de l'œuvre de Vroubel que de celle de Larionov. Un autre trait qui rattache historialement et non historiquement le Lanskoi non figuratif de Filonov, c'est la poétique de la profusion. Et nous l'avons dit plus haut, de la saturation. Certes, l'expérience du monde, de l'homme du peuple obsessionnel et ascétique qu'était Filonov, et celle de l'aristocrate Lanskoi, fougueux, instinctif et fantasque, feront comprendre la dissemblance de leur choix iconographique. La profusion de Filonov est celle de la forêt russe, et celle inextricable, où la lumière passe chichement. La profusion de Lanskoi est celle d'un héritier de Vroubel et de Kandinsky. Il y a cependant chez Filonov et chez Lanskoi une identité dans la façon d'occuper picturologiquement la surface de la toile, avec, pourrait-on dire, une peur du vide. En cela, les deux appartiennent à une ligne baroque de l'art universel. Dans trois personnages, c'est la technique de la mosaïque qui est à l'œuvre. J'y vois un héritage de Vroubel. Vous voyez ce démon assis avec cette picturologie en mosaïque. Figuration, je termine, figuration et abstraction. Lanskoi affirmait avec insistance que dans l'art, il n'y a ni commencement ni fin. Au-dessus du conflit abstrait et figuratif, dit-il, il y a la continuité de la peinture. Si l'on examine attentivement les paysages et les portraits des années 1920
brossés en larges touches d'aplat, on constate que tout en usant du système perspectif traditionnel, les peintures tendent vers l'extrême absence de profondeur recherchée par les modernistes russes. Cette bidimensionnalité caractérise certes la peinture moderniste en général, mais elle est également présente dans les icônes et l'art populaire russe, deux formes d'une importance capitale aux yeux des peintres russes eux-mêmes. Dans les œuvres de 1938-40, le caractère bidimensionnel augmente et les coups de brosse se dilatent jusqu'à former en larges bandes de couleurs un espace aplani. Ce phénomène est manifeste dans le souvenir de Hollande, la famille en rose que nous avons vue, famille que nous avons vue également, ou dans les gouaches, portraits d'hommes et trois personnages sur fond noir. Le fond noir confirme les propos du peintre. Quand le noir est à sa place, dit-il, les autres couleurs s'arrangent entre elles. De fait, retirons la main, je vais essayer de ne pas aller, voilà, retirons la main et le visage de ce personnage. Abstrayons-nous de ces... Nous obtenions déjà, dans le corps du tableau, nous obtenions déjà une abstraction. Quand les formes aux couleurs intenses qui composent les figures perdent toute référence au domaine de la ressemblance, nous nous trouvons dans le monde des premières œuvres totalement non figuratives de Lanskoï dans les années 40, dont il va être question tout à l'heure. Le dialogue de Lanskoï avec la Russie, sa culture et son art, a toujours été présent tout au long de sa carrière. Il ne cessera jamais d'être, comme homme et comme créateur, un russe typique, excessif et mystique, violent et chaleureux, généreux et colérique. Son caractère seigneurial, celui d'un barin, imprègne sa poétique picturale et la distingue vivement de celle de tous les autres artistes éminents russes qui ont marqué l'école de Paris, qui ont véhiculé aussi un fort héritage artistique russe, mais l'ont fait tout à fait autrement, que ce soit dans l'expressionnisme, Pouni, la pléiade des peintres judéo-slaves, dans le minimalisme iconique ou ornemental, Poliakov, Charchoun, dans la byzantinisation des novations européennes, Nicolas de Staël. Lanskoï s'est avéré le véritable héritier de Kandinsky et de Yavlensky, pour l'œuvre duquel il avait une véritable vénération, créant un monde symphonique exubérant et une vigueur coloriste venue du tréfonds des rythmes immémoriaux de la Russie. Je vous remercie. J'espère pas avoir été trop long.